Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau rendez-vous intitulé « Droit devant », point d'exclamation, et qui, comme son nom l'indique, traitera de l'actualité juridique qui concerne évidemment les domaines de l'immobilier et de l'environnement de travail. Et pour cette toute première émission, je suis très heureux d'accueillir une avocate spécialisée en droit social et associée au cabinet Ezeis Avocats, maître Héloïse Hérault. Héloïse, bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour cher maître, voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Héloïse, si ça ne te dérange pas, étant donné qu'on a l'habitude de se tutoyer, je propose qu'on continue sur ce mode. Allez. Ah, c'est gentil. Alors, pas mal de points réglementaires au sommaire de notre émission, Héloïse, essentiellement évidemment liés au télétravail. C'est d'ailleurs étonnant, parce que le télétravail, c'est quand même pas nouveau, ça existe quand même depuis un bon moment, mais on a l'impression que l'extension du nombre de personnes concernées a soulevé tout un tas de questions, notamment en termes de responsabilité. Est-ce que le droit était finalement peut-être trop sommaire? Est-ce que les législateurs ou les partenaires sociaux finalement n'étaient pas allés assez loin ou n'avaient pas assez encadré le télétravail? Alors, effectivement, en fait, la crise sanitaire, il y a un avant et un après. Avant la crise sanitaire, le télétravail, ça existait bien entendu, mais c'était très timide. Et on était d'ailleurs au 8e rang de l'Europe en termes d'utilisation du télétravail. Parce qu'on est dans un pays où il y a un problème de confiance et donc ce n'était pas quelque chose qui était au cœur des débats. La crise sanitaire a changé la donne puisque le gouvernement a imposé le télétravail. Moi, je me souviens de beaucoup de DRH qui, au confinement, ont quand même paniqué en disant comment on va faire, on n'aura plus nos équipes en face. Et donc, là où il n'y avait pas de besoin avant, on a dû s'adapter et c'est devenu au cœur du débat parce qu'on a répondu à des vrais sujets. Et donc aujourd'hui, le législateur, bien qu'il ne se soit pas complètement penché sur le sujet, on y reviendra, a dû quand même faire des efforts sur ce mode d'organisation qui devient le mode d'organisation plus commun et non plus exceptionnel. Oui. Alors, on va y revenir justement sur ce cadre légal actuel. On va démarrer évidemment par l'actualité la plus récente, la fin de l'obligation de télétravail, le télétravail imposé depuis début février. C'était une obligation qui avait été édictée suite à la dernière vague Omicron. Quelle est la situation du coup pour les entreprises sur ce sujet du télétravail maintenant ? C'est un sujet qui est toujours brûlant, alors qu'on a un peu de recul aujourd'hui, puisqu'on sort quand même à peu près de 2 ans de télétravail. Le gouvernement l'avait imposé, il y a eu tout un débat sur la mesure, dans quelle mesure elle était obligatoire, de dire que le protocole n'était pas obligatoire, mais qui constituait un faisceau d'indices. Et aujourd'hui, le sujet qui se pose, c'est que beaucoup d'entreprises, pendant la crise, ont déménagé, ont réduit leurs locaux, les salariés ont déménagé, et donc il y a tout un mode d'organisation plutôt binaire, je dirais, double, qui va s'organiser avec ce retour dans les entreprises, qui n'est pas un retour à 100%, puisque pendant la crise, on a conclu beaucoup d'accords collectifs au sein des entreprises qui sont certes liés à la crise, mais qui n'ont pas comme durée la crise. Donc aujourd'hui, les gens peuvent avoir 50, 60, 70% de leur temps en télétravail en dépit de cette faculté de revenir dans les locaux. On rappelle rapidement le cadre légal. Alors le cadre légal, il est double. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a un article du Code du travail qui vous dit que le télétravail doit être volontaire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parties doivent être d'accord et ça nécessite une modification du contrat de travail. Et il y a un autre article dont on s'est servi pendant la crise qui vous précise que le télétravail peut être imposé en cas de pandémie. Et dans ces cas-là, dans cette notion d'imposer, on n'est plus sur une modification du contrat, mais sur un aménagement du poste. Et donc, on n'a plus besoin de l'accord du salarié. Et vous verrez qu'on va en parler après, cette notion d'accord du salarié va avoir une incidence sur la gestion du télétravail, sur la gestion de l'indemnité et sur la gestion, en fait, de l'organisation de son poste de travail. Un des points importants qui est apparu, c'est celui des indemnités et de l'équipement. En tout cas qui est apparu beaucoup plus fort pendant la période de télétravail imposée. Qu'est-ce que la réglementation prévoit et qu'est-ce que les accords collectifs peuvent prévoir ?
Alors, c'était extrêmement difficile avant la crise parce que c'est un sujet qui n'était pas traité très peu par la jurisprudence, puisque, une fois encore, c'était occasionnel. Donc, vous aviez un salarié qui disait « je veux exceptionnellement, éventuellement, à pas de loup, dire je veux faire du télétravail vendredi à la maison ». On y réfléchissait et d'un commun accord, on se mettait un peu d'accord et on s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec la crise, on a quand même de la jurisprudence. Alors, on est seulement en cours d'appel, mais on a de la jurisprudence qui vient de sortir et qui vous dit spécifiquement que l'indemnité qu'on paye aux salariés, si le télétravail est imposé, elle est obligatoire, cette indemnité. Et elle vient compenser d'abord l'occupation du domicile, mais également les consommables, l'énergie, une partie du loyer, pourquoi pas. Et on a un barème URSSAF qui va nous aider à déterminer certains plafonds et qui vont permettre aux entreprises d'optimiser cette indemnité. Là, dans le cadre du télétravail imposé, alors ? Dans le cadre du télétravail imposé. Okay. Après, toute cette nuance d'imposer, c'est toujours de venir voir dans les accords collectifs. Est-ce qu'on peut aller au-delà, puisque les accords collectifs, ils sont issus d'une négociation avec les représentants du personnel, et cette volonté qu'on a en France de donner la place aux accords collectifs, c'est aussi d'aller au-delà de ce que prévoit et la jurisprudence et le Code du travail. Et donc peut-être certaines entreprises ont généralisé ce télétravail tout en occultant cette partie de « je t'impose » ou « je ne t'impose pas ». Parce que l'indemnité d'occupation du domicile, elle a du sens. Elle a du sens parce que le salarié, il occupe une pièce de la maison qui lui est dédiée et il ne peut plus s'en servir pour autre chose. Du coup, quand on est dans un télétravail choisi, en vérité, il n'y a pas d'obligation de verser une indemnité. Non, il n'y en a pas, sauf si l'accord collectif prévoit le contraire. Mais à partir du moment où le salarié est volontaire dans sa démarche de faire du télétravail, l'employeur peut tout à fait dire, dans ces cas-là, je ne te verse pas d'indemnité. En revanche, on a quand même cette notion de frais professionnels à côté, à rembourser le papier, l'imprimante, tout le consommable qui passe en frais professionnels de manière assez logique puisqu'on met du matériel à disposition dans l'entreprise, donc il n'y a pas de raison que lorsque ça sort de l'entreprise, on ne lui mette plus à disposition. Et est-ce que l'entreprise doit fournir également un certain nombre d'équipements ou de matériel obligatoirement ? Oui, parce qu'on a une obligation de sécurité de moyens renforcés, on va y revenir. Et il faut quand même faire en sorte que le télétravail ne soit pas sur un bout de canapé. Donc il y a eu toute cette notion d'ergonomie, on en a discuté, toi et moi, plusieurs fois dans des webinars, d'ergonomie du siège, d'ergonomie de l'espace de travail. Et donc il est toujours préférable que l'entreprise fournisse les outils de travail pour que le salarié puisse être dans des conditions optimales. À précaution. Et on va y revenir. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les pratiques, en vérité, sont très variables dans les entreprises. Donc il y a certaines entreprises qui prévoient rien, qui prévoient aucune indemnité, ni matériel exceptionnel, hormis ceux dont on vient de parler. D'autres prévoient équipements, indemnités qui vont bien au-delà, j'ai entendu des chiffres, bien au-delà du barème URSSAF, parce que le barème URSSAF, c'est quoi ? C'est 10 € par jour de télétravail chaque semaine, et après ça augmente par tranche de 10. Absolument. J'ai entendu des chiffres qui vont bien au-delà de ça. Est-ce que ça ne va pas poser un problème en termes d'équité ? À un moment, le législateur va dire qu'il va falloir qu'on intervienne. Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'on en revient toujours à la notion d'égalité professionnelle, à travail égal, salaire égal. La difficulté, c'est que c'est plus au niveau des branches que ça va se faire, c'est-à-dire au niveau des activités, des organisations syndicales, que du législateur. Parce que le législateur ne peut pas imposer une équité pour les entreprises qui n'ont pas la même taille, pas le même secteur d'activité et pas la même manière de fonctionner. Après, on va en venir à une notion de package. Dans les recrutements, aujourd'hui, c'est une notion qui est impliquée dans la négociation entre le salarié et l'entreprise, de savoir est-ce que je peux faire du télétravail et combien vous allez me verser pour indemniser ce télétravail. C'est vrai. On l'entend, les DRH le disent d'ores et déjà, c'est l'une des premières questions qui est posée. Maintenant, c'est quoi le package ? Et ils parlent bien de package télétravail. Ouais. Alors, autre sujet mis en lumière par l'expérience télétravail contraint, c'est celui de la responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité. On souriait tous les deux parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais ça reste quand même un sacré sujet, et notamment l'extension de cette responsabilité au domicile du télétravailleur. Est-ce que la jurisprudence a évolué sur ce sujet ? Je te pose régulièrement la question, mais on attend tous de savoir un peu ce que la jurisprudence va décider. On rappelle que l'employeur a une obligation de résultat, alors renforcé, tu vas nous expliquer. Oui, tout à fait. De moyens renforcés, moi je dis résultat, mais moyens renforcés sur le sujet. Est-ce qu'elle s'étend au domicile du télétravailleur ? Alors, c'est vrai que c'est une notion, quand on dit obligation de résultat, on y est presque, parce que c'est une obligation de moyens de renforcer, c'est-à-dire qu'on dit à l'employeur,
On n'attend pas de toi que tu réussisses à 100%, mais on attend de toi que tu fasses le nécessaire pour arriver à cet objectif d'assurer la sécurité du salarié. Cette notion, elle est traitée via les accidents du travail, c'est-à-dire qu'on a une obligation renforcée d'assurer aux salariés une plénitude de ses fonctions. Et donc, si on est sur un lieu de travail déclaré, on va y revenir sur la notion de domicile, on a effectivement l'employeur qui est là pour pallier à tout incident qui puisse intervenir. Ouais. Toujours sur le même sujet, le point du contrôle de la conformité des installations électriques au domicile du télétravailleur, ça suscite toujours beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Que préconiserait l'avocate en droit social que tu es? Alors, c'est pas évident parce que vous avez beaucoup d'écrits là-dessus, la doctrine. On a une obligation de vérifier l'installation électrique notamment et la conformité des installations électriques du salarié à son domicile. À côté de ça, on a une liberté fondamentale qui est la vie privée du salarié. Et donc, effectivement, il y a une pièce qui va être dédiée au télétravail, mais les branchements électriques peuvent tout à fait être reliés à d'autres compteurs qui vont être dans la cuisine, dans le salon. Et donc, c'est des notions qui sont difficiles, mais l'employeur doit impérativement vérifier cette conformité. Et là où on a eu plusieurs échanges, toi et moi, c'est que sur une petite entreprise, l'employeur peut venir éventuellement avec une entreprise vérifier cette installation électrique. Sur des grandes entreprises, c'est plus compliqué. Alors, il y a la notion de décharge. Le salarié peut éventuellement faire une décharge pour dire « je vous confirme que mon installation est conforme », mais c'est une décharge qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Ce sera un faisceau d'indices par rapport à l'obligation de sécurité de moyens, mais ce n'est pas suffisant, à mon sens, pour garantir à l'employeur une tranquillité d'esprit sur son obligation. S'il n'y a qu'une décharge, ça ne suffira pas? Non, clairement pas. Le faisceau d'indices, il est pris en charge, pris en compte comment en fait? Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est les actions que l'employeur va faire et la traçabilité de cette action. Parce que ces actions-là, il faut impérativement en apporter la preuve en cas de contentieux devant un juge. Et donc, il doit démontrer qu'il s'est comporté en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il a fait le nécessaire. S'il y a un échec derrière, ça ne peut pas lui être reproché à partir du moment où on considère que les choses ont été faites correctement. La question, s'il y a un incendie dans son domicile et que le jour où on est en télétravail, qu'est-ce qui se passe? En fait, en vérité, est-ce qu'il y a une jurisprudence? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Est-ce que c'est un accident du travail qui est responsable? Quelle assurance prend en charge quoi? Alors, c'est la notion d'assurance en réalité, puisque le lieu de travail est un lieu sur lequel le salarié est protégé. Donc, si il a déclaré auprès de son assurance habitation son domicile comme étant son lieu de travail, si l'employeur, lui, a effectivement également une assurance multirisque visant à pallier le lieu de travail comme le domicile, on va avoir une protection de l'incendie si l'incendie se déclare, bien entendu, pendant les heures de travail, puisque ce n'est un lieu de travail que pendant les horaires et les plages horaires qui sont fixées par l'entreprise. S'il y a un incendie, je n'ai pas de jurisprudence particulière, Lionel, mais j'ose espérer que les assurances vont chacune prendre le relais et que le salarié sera indemnisé comme étant un lieu protégé. Donc, si je suis le raisonnement, ça veut dire qu'il faut que le télétravailleur ait évidemment demandé à son assurance, déclaré à son assurance que son domicile peut être un lieu de travail, et surtout qu'il ne peut pas télétravailler ailleurs que dans ce domicile. Alors tout à fait, il y a une notion de déclaration auprès de l'assurance, donc on va faire auprès de l'assurance habitation une mention au terme de laquelle on précise qu'on est amené à travailler à son domicile, mais ça n'encadre que le domicile. Donc on pense beaucoup, toi et moi, aux salariés qui vont travailler dans leur maison secondaire, et si elle n'est pas déclarée comme étant un lieu de télétravail, et à la fois auprès de l'employeur et à la fois auprès de l'assurance, le lieu de résidence secondaire ne sera pas protégé. D'accord. Chute dans les escaliers, chez soi, dans une journée de télétravail, accident du travail? Accident du travail. Okay. Accident du travail, il y a ce qu'on appelle une présomption irréfragable. Si l'accident intervient sur le lieu de travail, sous réserve qu'il ait été déclaré comme tel pendant le lieu de travail, c'est un accident du travail qui va être protégé par la législation. Et on va aller chercher les responsabilités, c'est-à-dire justement face à cette obligation de santé et de sécurité de l'employeur, on va aller chercher si l'employeur a tout fait pour éviter cette chute, par exemple? Oui, parce qu'on peut avoir une notion de faute inexcusable de l'employeur. Et la faute inexcusable, c'est l'employeur avait connaissance du risque, mais n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour pallier ce risque. Donc si on a une chute
dans un escalier et qu'on sait que l'employeur n'a pas vérifié le domicile du salarié, ne s'est pas assuré que tout était conforme, l'employeur peut avoir sa responsabilité civile et pénale engagée à ce titre, en fonction de la gravité. On retombe sur cette difficulté, cette question de comment je vérifie, comment je m'assure, et en sachant que la décharge ne suffit pas. Non, pas à elle seule. Très bien. Alors, de manière générale, quelles sont les responsabilités du salarié dans cette nouvelle organisation hybride, c'est le mot à la mode, il fallait bien qu'on l'utilise aujourd'hui. Voilà. Donc, on a parlé de l'assurance. Est-ce qu'on a parlé du lieu précis qui doit être toujours le même pour le télétravailleur? Est-ce qu'il a d'autres obligations? Oui, le salarié a quand même des obligations. D'abord, c'est de respecter ses horaires de travail, ce qui n'est pas évident, parce qu'au domicile, on a tendance parfois à en faire plus que pas assez, puisqu'on n'a pas cette notion de temps de trajet. Et il a une responsabilité également d'entretien correct de ses outils de travail. Et je pense notamment au vol, à la détérioration. On peut aller chercher la responsabilité du salarié si on arrive à prouver une faute du salarié dans cette protection de ses outils de travail. Mais il doit les entretenir au même titre qu'il entretient ses outils de travail normalement au sein de l'entreprise. Oui, alors justement, sur ces équipements informatiques, ces mobiliers qui sont mis à disposition du télétravailleur, on m'interroge parfois pour me demander est-ce qu'il reste la propriété de l'entreprise? Oui, non. Alors certaines entreprises, non, ne récupéreront pas à l'issue, disent que ça fait partie du package. D'autres, oui. Est-ce qu'il y a une doxa à ce niveau-là? D'un point de vue strictement juridique, les outils de travail sont achetés par l'entreprise, ça reste la propriété de l'entreprise. Ouais. Et on en a pour preuve d'ailleurs que lorsque les salariés sont absents, pour maladie par exemple, et que le contrat est suspendu, ça c'est une notion un peu juridique, mais que le contrat est suspendu, parfois l'employeur demande à récupérer ses outils de travail le temps que le salarié reprenne son poste. Donc ça reste la propriété de l'entreprise. Après, on peut tout à fait céder ces outils de travail à l'issue du contrat pour des valeurs nettes comptables, et ça fait partie de négociations régulièrement. Mais le postulat de base, c'est ça reste la responsabilité de l'entreprise et de la propriété de l'entreprise. Donc on l'a dit aussi, en cas de perte ou de vol, il va falloir aller chercher la responsabilité. À partir du moment où on peut prouver une faute du salarié, il y aura responsabilité. C'est extrêmement rare, mais il faut quand même rester vigilant sur l'entretien et la garde de ce matériel. Parfait. Merci beaucoup, Héloïse, pour cet entretien et ce partage d'expertise et de réflexion sur ces points d'actualité juridique. On reste en contact parce qu'évidemment, la jurisprudence n'arrête pas d'évoluer et donc potentiellement il peut y en avoir bientôt, là, c'est ça? Il y a des arrêts qui peuvent être rendus? Oui, on attend, on n'a pas encore suffisamment de recul. La jurisprudence, elle se fait au fur et à mesure, mais on attend, on a deux arrêts de cour d'appel récemment et donc ça ira forcément à un moment donné en cour de cassation et on aura plus de visibilité au fur et à mesure et le plaisir du coup de se rencontrer à nouveau. Voilà, et de se revoir lors d'un prochain numéro, puisque je vous rappelle que cette émission Droit Devant sera une émission mensuelle. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci, et Héloïse, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre nouvelle émission Droit Devant. Au revoir.